Sansui. C'est un terme japonais qui désigne à la fois la montagne et l'eau. C'est aussi un mot qui peut parler de dessin, des lavis, qui représentent la nature, des arbres ou encore des cours d'eau. C'était aussi le nom d'une marque de matériel électronique japonaise œuvrant principalement de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 90 et dont la devise, associant à la fois des termes spirituels à des termes physiques comme l'eau, sui, à une entité muable comme la montagne, san, a façonné l'histoire de l'hi-fi par l'impression d'une âme, d'une passion dans la réalisation de produits sans compromis. Vous l'aurez compris, c'est bien de Sansui dont nous allons parler aujourd'hui. Derrière l'apparente sobriété de cet appareil se dissimule un travail sans commune mesure avec ce qui était proposé à l'époque. On note là un choix subtil de matériaux nobles et modernes, présence de joues en bois et d'un insert en aluminium proposant une identité visuelle recherchée, ainsi qu'une sérigraphie qui est à la fois gravée et imprimée, véritable gage de qualité ultime face à ce qui se faisait à l'époque, une option bidirectionnelle tape en façade et un décroché monitoring pour le tuner. Une attention toute particulière est portée à l'espacement des boutons en regard de la façade. Nous sommes véritablement en présence d'un appareil qui a été conçu pour être gardé toute la vie. DH005 Sansui AU505, c'est parti. Dr. Hi-Fi. Sansui a sobrement commencé par fabriquer des transformateurs dans les années 50. Et en maîtrisant les caractéristiques de ce composant principal, on a le champ libre pour y associer une structure aussi rationnelle que pertinente, qui sont des atouts de la réussite d'un projet technique. Unique commutateur pour les enceintes et la mise sous tension, unique condensateur de filtrage principal et module de puissance autonome à compensation thermique pour éviter la surchauffe, grâce à cet imposant radiateur. C'est économique et fiable, et les appareils modernes n'ont que peu évolué depuis. L'intérêt de ce projet est qu'il a été respecté dans son entretien, car tous ses composants d'origine sont encore présents, comme ces honorables transistors de puissance conçus par NEC, une autre légende de l'électronique. C'est eux qui pilotent les enceintes, et même si quelques modifications ont été apportées, elles ne sont pas invasives, comme ce composant qui a été rajouté au-dessus du condensateur de filtrage, probablement pour contrôler l'extinction et éviter une secousse dans les enceintes. On voit aussi que quelques étiquettes sont présentes sur les fils plus loin, mais ça n'a malheureusement pas suffi car cet appareil ne produit absolument aucun signal. Première étape, vérification des fusibles et des points de sécurité qui d'ailleurs ne présentent absolument aucun défaut. C'est très curieux, ils sont eux aussi d'origine mais pourtant rien n'est là, seul le témoin en façade s'allume. Sans avoir regardé encore le schéma structurel, je me mets à mesurer les transistors de sortie. Et sur cette structure-là, on doit effectivement avoir la tension principale au collecteur, mais au niveau de la base et de l'émetteur, on doit avoir une tension qui est la résultante d'un courant de polarisation, d'une intensité de polarisation qui là est absente sur les deux canaux, ce qui signifie que notre belle au bois dormant est en état de mort cérébrale et que son prince charmant est encore en train de l'attendre. Pour ce faire, on va vérifier d'ailleurs maintenant en mesure en tension alternative la présence d'une oscillation sur le trajet de signal qui provient de la source, en l'occurrence un lecteur de CD. Je cherche du coup sur notre commutateur de source cette oscillation de tension qui est en mesure en alternative, donc on la voit. Elle est ici, ça veut dire que le signal entre dans la partie préampli. Le signal est traité, je vais voir maintenant au niveau du potentiomètre de volume qu'on a bien une modulation de ce signal. On peut faire moduler son amplitude, ce qui veut dire que c'est traité au niveau de l'étage de gain. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin au niveau de l'entrée de notre fameux module de puissance. Confirmer que c'est bien cette structure de l'appareil elle seule qui est en défaut. Donc voilà, on voit que sur les deux canaux, on a bien de la modulation et c'est bel et bien au niveau de ce qu'on appelle donc l'étage de sortie, la partie puissance qui fait le lien entre l'alimentation et l'entrée du signal pour aller envoyer tout ça dans les enceintes que nous avons un défaut. C'est au niveau de cette carte-là que nous allons devoir nous concentrer.
c'est cette structure dans notre schéma électronique qui représente cette fonction dans notre appareil, l'étage de sortie. Son rôle est de mélanger le signal fourni par le préamplificateur à l'énergie fournie par l'alimentation pour ensuite contrôler les transistors et ensuite distribuer cette énergie dans les enceintes grâce aux transistors de sortie, eux-mêmes pilotés par les transistors de commande, eux-mêmes polarisés par ce qu'on appelle l'étage d'entrée. Et c'est là que nous sommes allés chercher plutôt le signal qui était fourni par le préamplificateur. Et c'est ces deux transistors-là qui sont à l'entrée de notre structure qui vont traiter le signal. Ils sont eux-mêmes liés à cette structure-là qui elle-même dépend de l'alimentation et qui les polarise par un jeu de résistance. Et je pense qu'il y a potentiellement une chute de tension, ce qui expliquerait pourquoi le signal n'aboutit pas. Là, on doit trouver 5,5 volts aux bornes de ce condensateur céramique placé à côté de ce chimique dont je ne connais pas encore bien le rôle. On allume, on va aller mesurer pour voir ce qui se passe, mais je suis prêt à parier que déjà là, on a quelque chose qui ne se produit pas. Là, on devrait trouver donc 5,5. Il n'y a rien, alors que notre alimentation, elle, arrive sur la carte, mais pour autant, quand on regarde de l'autre côté, il n'y a rien. Donc je pense qu'il conviendrait d'aller démonter cette structure-là pour la vérifier. Ici, notre transistor NPN au format très ancien TO5 que je connais pour être capricieux quand ils sont soumis à des fortes charges. Et là, donc, un condensateur chimique qui date lui aussi d'une très très ancienne époque, qui est aujourd'hui révolue, mais qui, somme toute, peut encore fonctionner. On utilise pour ce faire un capacimètre tout à fait standard dont nous allons placer le calibre à peine au-dessus de celui indiqué sur la jaquette de notre composant, à savoir 2 millifarad ou 2000 microfarad pour un résultat attendu de 220. Donc ce qui se passe, c'est que notre capacimètre injecte une tension et mesure en temps réel l'algorithme de décharge du condensateur pour déterminer une capacité exprimée en microfarad. Elle est au-dessus, ça veut dire que le taux de réjection en série ou l'ESR a augmenté. C'est ce qui peut signifier que le composant vieillit. Ça n'en fait pas pour autant un composant qui est hors service, mais pour moi c'est ok, on va pouvoir continuer à l'utiliser aux grandes dames de nos avis audiophiles. Et là ça peut un peu se compliquer parce que le transistor n'a pas exactement le bon brochage, hein, même s'il a quand même une base, un émetteur, un collecteur. C'est un composant qui a des broches qu'on va devoir tordre pour le placer dans notre transistor maître. C'est un transistor ici de 120 volts et de 0,7 ampères, ce qui est quand même assez élevé pour un transistor de cette époque-là. Et nous allons donc utiliser cet appareil-là qui va nous donner donc le bêta ou coefficient amplificateur de notre transistor. J'utilise un transistor test que je connais avec un bêta de 10,6, donc c'est-à-dire qu'on va multiplier l'intensité de la base par 10,6 pour l'appliquer sur le collecteur. Et je me rends compte que quand je place mon transistor qui vient de mon ampli, et bien là, il n'y a rien. Ce composant a tout simplement cessé de fonctionner et il est bien, entre autres, peut-être fautif dans cet appareil et on va voir si on peut le substituer par notre transistor test qui malheureusement, BFY 421, a des mensurations qui sont globalement inférieures à celui de notre transistor, donc nous allons devoir trouver un autre candidat et c'est tout naturellement que le 2SC 2073 qui est plus moderne, plus linéaire, plus stable, moins cher et plus facile à trouver est arrivé. Ce composant-là va servir de substitut.
Le brochage n'est pas exactement le même, la forme non plus, mais les valeurs, elles, sont compatibles. Il va falloir donc créer une correspondance. On voit que là, au niveau du boîtier, c'est mort, mais on a quand même un espoir, parce que quand on regarde sur la carte et qu'on cherche notre base, notre collecteur, notre émetteur, eh bien c'est tout simplement indiqué. Il y a donc juste à le placer en lieu et place de l'ancien pour voir justement si on va pouvoir trouver notre solution. Excellente nouvelle, on a un encéphalogramme qui est présent dans le petit crâne de notre belle au bois dormant. On voit que ça monte. Alors en mesurant justement sur les points critiques de la carte notre fameux 5,5 volts, je vois qu'il s'est littéralement envolé sans pour autant que ça m'inquiète. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Là, on est à 58 volts, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble à un algorithme de charge un petit peu du condensateur, parce que ça finit par plafonner. En regardant au niveau de la structure, je vois au final que sa base est polarisée à travers une résistance et en parallèle avec ce condensateur. Ça veut dire quoi? C'est un montage émetteur-suiveur. Les ingénieurs de Sansui ont utilisé ces structures pour polariser avec douceur l'étage d'entrée et créer une forme de temporisation à l'allumage. C'est très astucieux et ça permet de faire quelque chose de formidable avec peu de moyens, une fois de plus. Bravo à eux. On va maintenant pouvoir passer à la suite et au réglage de nos courants de repos. Avec avant ça un petit focus sur notre polarisation progressive qui, je trouve, est très réussie. D'un point de vue pragmatique, j'applique toujours une tension aux bornes de la résistance d'émetteur de 0,3-0,4 mV. C'est assez pour éviter la distorsion de croisement et c'est pas encore assez pour le faire chauffer. De toute façon, on a une compensation thermique sur cet étage de sortie, donc aucun risque à ce niveau-là. Et nos condensateurs de couplage éviteront la tension continue en sortie. On va passer au remontage et au nettoyage. Certains d'entre vous pourront me demander pourquoi je n'ai pas choisi de remplacer tous les chimiques de cet appareil. Eh bien, c'est parce que j'envisage une approche qui est un petit peu plus respectueuse du travail d'origine des ingénieurs qui ont conçu cet appareil et j'estime qu'ils ont mis les bons condensateurs. Je vous laisse apprécier le résultat. Putain de la salope! C'est un délire. Pourquoi ça fait que bouger?